Salut à tous, je me présente, je m'appelle Benoît, je suis un élève d'école de commerce et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo YouTube sur ma chaîne Startup On et on va parler d'entrepreneurship et du monde des startups. Alors je vous ai préparé un petit prédit avec une petite île, donc on va commencer par le petit bateau et on va progresser dans l'île pour comprendre tout ça. Donc j'ai découpé ma présentation en trois petites parties, enfin trois petites c'est tout de même, il y a quelques grosses parties. Tout simplement, on va commencer par deux fondamentaux. Puis, on va savoir si vous êtes fait pour ça. Et on verra pourquoi il y a de plus en plus de startups dans le monde, en France et partout ailleurs. Donc, tout d'abord, les fondamentaux. On s'intéressera tout d'abord à qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat. C'est quoi? Quand on est entrepreneur, ça veut dire qu'on est indépendant. On ne dépend de personne. On est le boss, on a sa boîte et on dirige. On n'a pas de problème de hiérarchie, on est indépendant et on fait son business comme on l'entend. Une startup, c'est quoi? En fait, une startup, je dirais que c'est une branche de l'entrepreneuriat. Une startup, par définition, c'est c'est une entreprise qui ne gagne pas d'argent. Euh, En fait, c'est une entreprise qui est en perpétuel déficit et qui n'a pas encore trouvé son business model. Donc elle n'a pas encore été monétisée. Je vous donnerai deux exemples très connus, Twitter et Snapchat. Ils ne gagnent pas 1 euro et ils vivent sur leur levée de fonds qu'ils ont levé auprès d'investisseurs, de business angels. Excusez-moi, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Alors, pour savoir si vous êtes fait pour ça, je vais vous présenter un peu euh, de multiples choses pour savoir si vous êtes fait pour ça. Dans un premier temps, quels sont les profils pour travailler en startup? Donc, une startup, c'est comme une entreprise normale. On a besoin de tous les éléments fondamentaux d'une équipe. C'est-à-dire, on a besoin des experts, on a besoin de gens organisés, on a besoin de communicants, on a besoin de toutes les compétences d'une équipe traditionnelle. Donc tout le monde est susceptible de pouvoir travailler dans une startup si ça vous plaît. Donc je vais m'attarder sur une personnalité qu'ont tous les créateurs des grandes success stories comme Snapchat, comme Apple, Microsoft, etc. Alors comme vous avez vu en premier, j'ai mis une petite photo d'un Anonymous. Bah oui, un Anonymous, c'est un hacker. Steve Jobs, moi je l'appelle aussi comme un hacker, enfin je l'appelais plutôt parce que malheureusement il n'est plus avec nous. Parce que en fait, ces personnes-là, si on peut donner un synonyme de hacker dans ce milieu, d'être un visionnaire. C'est une personne qui va être capable de savoir les futures habitudes de consommation des consommateurs dans le futur. Alors, pour illustrer avec Steve Jobs, il savait pertinemment que la future génération serait connectée avec tous les ordis, tous les smartphones, etc. Et c'était lui, il a consacré toute sa vie à ça. Et donc on peut dire que c'était un hacker, que c'était un espèce de visionnaire. Donc, si on parle du rôle du fondateur, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez créer votre startup, vous voulez changer votre vie, vous en avez marre de votre boss, c'est vraiment compliqué, il a beaucoup de compétences et beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, c'est pas d'être le meilleur partout, parce qu'on ne peut pas être meilleur partout dans tous les éléments. Le rôle du fondateur, de l'entrepreneur, c'est d'abord de s'entourer des bonnes personnes, des bons experts, des gens compétents, et de les faire travailler ensemble et d'exploiter au maximum leurs capacités. C'est pas de les exploiter comme des esclaves, c'est juste optimiser leur travail, faire en sorte que leur environnement soit optimal pour qu'ils puissent travailler en équipe et qu'ils puissent progresser rapidement, etc. Quand vous êtes fondateur aussi, vous portez le projet, donc vous portez toute votre équipe. Vous êtes le porteur du projet, le représentant média, etc. Quand vous êtes fondateur, vous êtes un dirigeant, vous devez forcément prendre de gros risques. Mais je dois rajouter quelque chose, c'est que si vous vous lancez dans un tel business, il faut être un peu, dirais-je, inconscient et ne pas savoir à quoi on s'attend. Parce qu'en fait, tout simplement, si on sait déjà à quoi on s'attend quand on se démarre une startup, et ben on la démarre jamais parce que ça fait vraiment peur, il y a vraiment beaucoup de travail. Alors, ces personnes, qui sont-elles? Des visionnaires, des hackers et aussi des hors-la-loi. Si on prend l'exemple de Uber avec Travis, et ben, euh, il a complètement défié les codes de la société, les lois,
en mettant des taxis sans licence en service. Mais bon, même si c'est hors la loi, enfin si c'est hors la loi, son application est illégale, et ben le type, ça l'a pas empêché de devenir riche, il a pas fait de prison, et il est devenu assez populaire, n'empêche, hein. Donc moi j'aurais bien aimé être à sa place et avoir eu son idée et son charisme. Alors, une question, faut-il être intelligent? Ben, je vais vous dire pas forcément parce que, bon, certes, il y a des personnes qui sont dotées d'un don, ben, comme Steve Jobs, comme on l'a vu précédemment, mais, faut pas forcément être intelligent. Einstein n'a pas fait de start-up, n'a pas fait d'entreprise, les scientifiques ne font pas des entreprises, faut avoir faut sentir si on est fait pour ça ou pas. Mais on n'a pas besoin forcément d'être intelligent parce qu'au final, il y a des personnes qui savent même pas pourquoi leur boîte marche, enfin leur start-up marche. Ils sont un peu victimes de leur succès, donc il faut pas forcément être intelligent. Alors, comment savoir si vous avez l'esprit hacker, ce que j'appelle le hacker mindset? C'est le fait, c'est un peu savoir si vous êtes créatif ou pas, et vous allez avoir des idées un peu partout pour améliorer votre business. Ben, y a un test qui s'appelle le test du trombone. Je vous rassure, je ne l'ai pas inventé. En quoi ça consiste ce test? Ben, ça consiste, ben, je vous donne un ou plusieurs trombones et vous allez me dire tout ce que vous pouvez faire avec. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, si je prends deux ou trois trombones, ben, je les assemble entre eux. Je peux me faire un bracelet. Si je les assemble, je peux me faire aussi un collier. Qu'est-ce que je peux faire avec un trombone? Ben, je peux tout simplement ouvrir une serrure si je suis assez doué pour le faire, etc. etc. Donc il y a plein de possibilités. Si je le tords, je peux faire un bonhomme. Euh, Bref, une personne normale, enfin qui n'est pas trop créative, bah, elle peut en trouver, je pense, 10 à 20 facilement. Euh, un hacker, enfin quelqu'un qui est très créatif, bah, il va en trouver plus de 100, bah, jusqu'à l'infini, quoi, parce qu'on peut vraiment tout faire avec un trombone. Donc c'est une bonne technique pour savoir si vous êtes créatif ou non. Un autre point, la startup, est-ce que c'est synonyme d'ambition? Alors, je vous rappelle quand même que quand on crée une entreprise, quand on crée une startup, un business, c'est rarement pour aider les bisounours, pour aider une communauté défavorisée. Sinon, on ne fait pas une startup, on fait une association et on ne gagne pas d'argent. Donc, je vous rappelle quand même que le plus jeune milliardaire au monde, c'est Mark Zuckerberg avec une valeur, avec un patrimoine estimé à 30 milliards de dollars. Donc, enfin, personnellement, ça fait un peu rêver. Moi, j'aimerais bien avoir son cash, hein. C'est sympa. Euh, alors, je vais venir sur une question qui est ultra importante. Qu'est-ce qu'une bonne idée? Alors, trois règles fondamentales. Les idées ne sont pas secrètes parce que de toute façon, si vous avez une idée, tôt ou tard, il faudra la communiquer à vos proches, il faudra la communiquer devant des publics, il faudra avoir du feedback en retour. Donc, les idées ne sont pas secrètes, mais d'ailleurs, même si on va sur Google et qu'on tape idées startup, vous en avez des centaines. Donc, les idées, voilà, il y en a à gogo. Deuxièmement, les idées ne valent rien parce que une idée c'est une idée, tout le monde a des idées. Même moi j'en ai plein, mais c'est pas pour autant que je crée une boîte à chaque fois que j'ai une idée. Alors, ce qui vaut quelque chose, c'est l'exécution de l'idée. C'est-à-dire de créer une entreprise, de recruter du monde, de construire quelque chose de solide qui a de la valeur. Quand vous commencez à avoir vos premiers clients, là, votre entreprise commence à être, on va dire, valorisée, valoir quelque chose sentimentalement et ça se monnaie. On peut la vendre si on a envie, bon, on n'en tirera pas grand-chose si on la vend au début. Mais bon, un autre point à aborder, c'est que si vous avez une idée mais qu'elle vous semble trop évidente pour que personne ne l'ait jamais inventée, posez-vous des questions. Si vous essayez de faire un business de yaourt et que vous allez essayer d'aller en Chine pour vendre des yaourts, des produits laitiers, et que les Chinois ne mangent pas de produits laitiers, vous allez avoir du mal à vendre vos yaourts. Donc faites gaffe, faites gaffe et renseignez-vous bien avant justement sur les idées si elles n'ont pas déjà été essayées. Peut-être que ça ne marche pas. Excusez-moi, je suis retourné en arrière. On suit. Alors, un autre point, si vous ne gênez pas, posez-vous également des questions. Si vous avez lancé votre business et que rien ne se passe, vous ne gênez pas, personne ne s'intéresse à vous. Les personnes qui gênent sont très vite essayées d'être achetées par des grosses compagnies comme Google ou Facebook. Pour illustrer, Instagram, c'était l'application qui était un peu comme Facebook de partage de photos. Je pense que vous connaissez tous. Racheté 1 milliard par Facebook. WhatsApp, c'est l'application mobile
qui permet d'envoyer des SMS par Internet, 22 milliards par Facebook et bien d'autres. Alors, pourquoi Facebook ou Google ou toutes les grosses entreprises qui ont beaucoup de cash rachètent ces petites entreprises qui sont en développement, comme Snapchat, etc., qui a reçu des offres, qui les a refusées d'ailleurs? Et bien tout simplement parce que Google, Facebook, etc. ne peuvent pas se permettre d'avoir des concurrents. Et pour les éliminer, elles doivent faire des offres irrefusables pour survivre, hein, pour rester, pour pas se faire dépasser par les autres. Tout simple. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors, je vais vous parler de la théorie du secret. Alors, qu'est-ce que c'est que la théorie du secret? C'est lorsqu'un entrepreneur il a une idée et qu'il va pouvoir la répéter à tout le monde, enfin à tous ses proches et à un public, et que personne ne le croit et que tout le monde le prend pour un idiot et que ça va jamais marcher. Alors, métaphoriquement, on pourrait un peu illustrer ça par un type qui va essayer de construire un radeau sur la plage, qui va essayer de traverser la Manche pour aller jusqu'en Angleterre. Dire que vous partez avec un radeau en bois à notre époque, sans rien, enfin sans matériel. On va vous dire en France que vous êtes un idiot, vous êtes un inconscient, que vous allez vous noyer, que vous allez mourir. Certes, c'est vrai, mais vous allez ramer, vous allez ramer, vous allez ramer, mais vous allez peut-être mourir, risquer votre vie. Ça va être très long, le voyage va être très long. Mais quand vous allez arriver de l'autre côté en Grande-Bretagne, et vous n'allez plus être la même personne, vous allez être en quelque sorte un héros et tous les médias, enfin tous les réseaux sociaux, peut-être la télé, etc., parlera de vous. Donc c'est ça la théorie du secret. Donc on va voir que la théorie en fait elle se confirme. Je vais vous parler de Google. Donc l'histoire de Google c'est quoi? C'est Larry Page et Sergey Brin qui c'est les deux cofondateurs de Google. Et à l'époque, Larry Page, il voulait un informaticien, enfin un ingénieur, une personne très intelligente pour l'épauler dans Google. Et il avait un ami, donc il l'a appelé, une des personnes les plus intelligentes à l'époque aux États-Unis. Et il lui a demandé, il lui a dit, tiens, vas-y, tu vas nous rejoindre, je vais te donner 10% de Google, travaille pour nous, s'il te plaît. Son ami lui a fait, ok, moi je veux bien travailler pour vous, mais Larry, franchement, un moteur de recherche, c'est quoi? Ça sert à rien. Personne va s'en servir. C'est complètement stupide et aberrant cette idée. Euh, donc vous voyez qu'est-ce que c'est que le secret? C'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance qu'est-ce qui va marcher ou pas parce que le marché il est imprédictible. Une autre petite histoire, Twitter, quand ils ont essayé de lever des fonds à San Francisco, et bien tout simplement le mec de Twitter, je ne me souviens plus de son prénom, euh, il a raconté à tous les business angels que tout le monde tweeterait dans 5 ans. Et personne l'a cru, tout le monde lui a dit que son idée c'était pourri et qu'il allait bien aller se faire, vous savez quoi. Et il y en a très peu qui l'ont suivi et ceux qui l'ont pas suivi se mordent les doigts parce qu'ils lui ont pas fait confiance. Comme je vous dis, le marché est imprévisible, on ne peut pas savoir ce qui va marcher. Mais bon, au fond de lui, le mec de Twitter, il savait pertinemment que son idée elle allait être cool et que ça allait marcher. Un autre exemple, Uber, c'était la même chose. Quand il a essayé de lever des fonds, tout le monde lui a dit qu'il allait se faire ravager par les États, qu'il allait finir en tôle, qu'il allait payer des amendes, que les taxis allaient le buter, etc. Bon, ça l'a pas empêché de faire beaucoup d'argent et quand même de devenir assez populaire. Je veux parler d'un point qui est sympa. Ne copie pas vos camarades en cours, c'est pas bien. Mais bon, dans le domaine professionnel, on peut se le permettre. Euh, Quand on est dernier, c'est qu'on peut toujours faire mieux. Je vous donne quelques exemples, Facebook, Instagram, LinkedIn et bien d'autres encore. Ça n'a jamais été les premiers réseaux sociaux. Vous avez tous connu MSN et il y en avait d'autres avant. Adopte un mec n'a jamais été le premier site de rencontre. Là, il y en a eu plein, il y a Mythique, je les connais pas tous parce que c'est pas trop mon délire. Apple et Samsung n'ont jamais été les premiers à avoir vendu des téléphones. Normal parce que c'est pas eux qui les ont inventés, c'est pas eux qui ont inventé le téléphone. Ensuite, je vais aborder le dernier point, un phénomène en pleine croissance, il y a un changement de paradigme. On va voir pourquoi il y a de plus en plus de startups. Tout simplement parce qu'en 1995, ça coûtait en moyenne 5 millions d'euros pour lancer un logiciel. En 2001, ça coûtait plus que 500 000 euros. Et aujourd'hui, ça coûte plus que 500 euros. Et je vais vous expliquer pourquoi il y a eu un tel changement en si peu de temps, enfin relativement en si peu de temps.
Parce que il y a eu un renversement du paradigme industriel. C'est quoi le paradigme industriel? C'est que avant on devait produire, distribuer et vendre massivement c'était le cycle normal pour vendre un produit et pour le vendre à grande échelle. Mais aujourd'hui, ce qui est possible avec Internet, etc., c'est qu'on peut vendre, on peut fabriquer et ensuite on distribue. Je vais vous illustrer ce changement de paradigme avec l'histoire de Dropbox, bon, qui est assez vieux d'ailleurs. Le type de Dropbox, en fait, pour se lancer, il a fait une vidéo avec un vieux montage tout pourri, avec des coupures, etc., pour dire qu'est-ce que c'était que le cloud. Donc ça n'existait pas à l'époque, le cloud, enfin c'était très technique. Et donc il a fait cette vidéo, il l'a publiée sur YouTube ou je sais plus quoi, sur les réseaux sociaux. Et ça a fait un buzz, ça a fait un carton en très peu de temps. Il a eu quelques centaines de milliers de vues. Il y avait des gens qui étaient prêts à acheter son produit alors qu'il n'existait même pas et qui ne savaient même pas que c'était possible d'être réalisable tout simplement. Donc à partir de ce constat-là, il a pu lever des fonds, le mec de Dropbox, et il avait même les précommandes de ses clients, c'est-à-dire qu'il avait de l'argent en poche alors qu'il n'avait rien créé, il avait vendu du vent. Donc son job c'était juste de recruter les informaticiens ou les développeurs les plus compétents pour réaliser son idée. Donc c'est ça la magie du paradigme qui s'est inversé, c'est qu'on peut vraiment vendre, on peut vraiment tester, voir si c'est possible de le vendre, s'il y a des gens qui sont intéressés par ce produit, avant de le fabriquer inutilement, parce que peut-être que ça va pas marcher si on fabrique directement. Et deuxièmement, bon, il en existe d'autres, hein, c'est parce qu'il y a des plateformes de crowdfunding. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est la levée de fonds. Donc, la plateforme la plus célèbre, c'est Kickstarter. C'est américain. Vous postez votre idée avec votre logo, vos vidéos, votre démo, etc. En quoi ça consiste. Vous définissez un objectif et vous avez une communauté de plus de 6 millions de personnes qui investissent régulièrement dans des projets de start-up. Alors en échange, elles ont des contreparties. Bon, ça je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez aller voir par vous-même. Et du coup, vous pouvez financer vos projets grâce à des tiers, des personnes qui vont investir dans votre projet pour qu'il soit réalisable. Bon, je vais aborder un dernier point où entreprendre. Cela dépend du projet. Vous avez en France, vous avez Paris qui est la capitale, qui est enfin, il y a de plus en plus de startups qui sont à Paris et c'est là-bas qu'il y a toutes les startups françaises, enfin la grande majorité. Vous avez d'autres places, Dublin, vous avez une bonne politique d'imposition, vous avez 10% d'impôt sur les sociétés, donc c'est assez intéressant de s'installer là-bas. Mais la meilleure place, dirais-je, au monde, c'est la Silicon Valley. C'est pas un mythe, c'est pas un rêve d'enfant. C'est juste que c'est là-bas qu'il y a la plus grosse communauté d'entrepreneurs et qu'il y a le plus d'argent et qu'il y a le plus de enfin d'investisseurs qui vont investir dans vos boîtes. Bon, ça sera tout pour ce projet. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat. On abordera peut-être des thèmes plus en détail. Je vous invite à vous abonner et à partager la vidéo. Et je vous remercie. À bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Benoît.